Bonsoir à tous. Je vais commencer par faire la fête. J'ai le présent. Edouard Audrey a donné pouvoir à Eve Gilles Silva, David Jean-Christophe, Gali Véronique, Curé Philippe, Garcia Josepha, Grène Marcel, Jiménez Silva Eve, Nicolas Nouman qui a donné pouvoir à Marianne Pelé, Marianne Pelé, Farah Sérapé, Munoz Dominique qui a donné pouvoir à Sandrine Calambo, Archimon Nicolas, Sandrine, Bouffini Hervé, Louis Emmanuel, Roger, Caruso Vanessa, Laurent David, Agnès Delphine, Gemma Bruno qui a donné le pouvoir à Séraphin Tara, le roi Patricia, Jean-François qui a donné le pouvoir à Vanessa Canigo, Boignel Charline, elle a un peu de retard, Stéphane Simon, Estrada Gaduva Lizane, Falcon de Lucas Chantal qui a donné le pouvoir à Lizane, Estrada Taliba, Dardier Pascaline, Oudar Nicolas, Aspa Didier, Iva Vanessa, Yopi Jean-Marc, je souhaite la bienvenue qui remplace le missionnaire Marcelo Marina. Merci à vous. Focas Gilles. Présent. Je vais demander une secrétaire ou un secrétaire de séance. Ne laissez pas la tête. Est-ce qu'il va? Vous avez l'ordre du jour. Il n'y aura pas d'effectif supplémentaire de séance. Alors, question numéro 2, vous avez l'approbation du procès verbal du 1er août 2023. Y a-t-il des questions, des modifications à apporter au procès verbal? Aucune, donc je me vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Ah, vous abstenez, Je n'étais pas là. Ah, vous n'étiez pas là. L'abstention, M. Foucasse. La question numéro 3, récapitulatif des décisions que j'ai prises. Y a-t-il des questions? Aucune. Question numéro 4, l'ADM numéro 1, budget à ça, et je laisse la parole à Vanessa Carvalho. Bonsoir. Suite à la forte hausse du taux d'intérêt de l'emprunt contracté, au budget annexe du TALASA, il convient d'augmenter le compte 66 111 intérêt réglé à l'échéance de 6 205 €, le compte 66 112 intérêt rattachement des CCLE de 151 €, de diminuer le compte 617 études et recherches de 6 356 €. Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver ce PM. Donc, sur le rapport à l'arrivée de Mme Boigne. Y a-t-il des questions? Aucune. Donc, je vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Monsieur Foucault, Pour. J'ai un temps de décalage pour le moment, mais ça va venir. j'étais en train de réfléchir, il n'était pas là. Question numéro 5, la suppression de la taxe d'habitation sur le logement vacant. Je vous laisse la parole à M. Marcel.
Merci, Monsieur le maire. Mesdames, Messieurs, il faut se rappeler qu'en délibérant le 3 juin 2014, le Conseil municipal a instauré la taxe d'habitation sur les logements vacants à compter du 1er janvier 2015. Or, le décret numéro 2023-822 du 25 août 2023 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants perçue par l'État a intégré la ville de Metz dans le périmètre révisé de cette taxe. Sachant que ces deux taxes, taxe d'habitation sur les logements vacants et taxe sur les logements vacants, ne peuvent cohabiter, il convient de supprimer la taxe d'habitation sur les logements vacants à compter du 1er janvier 2024. Y a-t-il des questions, des observations? Oui, concernant cette taxe, est-ce qu'il y a des mesures compensatoires qui ont été mises en place par l'État pour justement compenser ce manque à gagner pour les communes? Est-ce qu'elles seront pérennisées? Est-ce qu'elles perdureront dans le temps? En fait, il n'y a pas de compensation, sachant que l'État va accélérer le processus en fait, de perception de cette taxe à son profit. Et dès la première année, alors qu'avant il y avait un temps de 2 ans qui était je dirais, une espèce de suspension de taxation, et que donc, il accélère le temps, et la première année, il a fixé un taux, et pour la deuxième année, il double ce taux. Donc ceci a pour en fait, objectif, indirectement, de lutter contre les locations saisonnières qui deviennent exorbitantes et qui, vous savez, sont accompagnées d'un certain nombre d'avantages fiscaux, ce qui explique que, je dirais, le nombre de locations type Airbnb qui sont en très très forte croissance. Bon, pas d'autres questions. Juste une petite remarque. Oui, monsieur Bocas. Voilà, juste une petite remarque, étant donné qu'en 2015, j'avais voté contre l'instauration de cette taxe, vous comprenez que ça me va. Même si c'est induit, ça me va. Je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 6. La majoration de la part communale de cotisation de la taxe d'habitation des résidences secondaires. Et je laisse à nouveau la parole à M. Marcel Bell. Merci, monsieur le maire. Donc, j'ai donc cité le décret en cause, qui a été promulgué le 25 août. Et dans ce décret, Metz a été classé, ce qu'on appelle en zone. Ce classement permet à la commune d'instaurer une majoration du produit sur les résidences secondaires. À ce titre, le conseil municipal a la possibilité d'appliquer à compter du 1er janvier 2024 une majoration de 5 à 60% sur la part du revenant par communal de la cotisation de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés affectés à l'habitation principale. Nous vous proposons d'adopter une majoration de 60%, ce qui nous met en harmonie avec le taux qui est appliqué autour de l'étang de taux. Y a-t-il des questions? Madame Estrada. Je trouve que à prendre le taux maximum, ça fait peut-être un peu beaucoup, vu la difficulté qu'ont les Français et les Mésois avec la baisse du pouvoir d'achat. Voilà, on trouve le taux de 60% un peu exorbitant. Après, on comprend que les finances de la ville, ça fait une perte. Voilà. Alors, ce qu'on peut répondre directement, ce ne sont pas les ménages mésois qui sont concernés. Donc, par contre, ce qu'on espère avec cette taxe, 2 effets. Premièrement, inciter les personnes qui sont en résidence secondaire ici d'adopter la résidence principale à Metz.
Ça, c'est un premier effet. Le deuxième effet, c'est permettre, je dirais, à moyen terme, aux jeunes ménages de pouvoir plus facilement accéder à du logement en location. Car il faut savoir que ceux qui font des locations saisonnières sont très fortement avantagés par rapport à ceux qui font des locations à l'année. Voilà. Donc on a un double effet attendu de cette mesure, tout en sachant que, je vous le rappelle, nous n'avons pas agi jusqu'à maintenant sur le volet fiscal, puisque dès 2022, nous avons baissé les taux sur la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Et là, à un moment donné, je dirais, soit on utilise l'emprunt pour trouver des ressources nouvelles, soit on utilise l'impôt. Celui-là ne concerne pas directement les ménages maisons. Y a-t-il des questions? Monsieur Focas. Alors, vous savez déjà que par principe, tous ceux qui participent à l'augmentation de la pression fiscale que ce soit des ménages mésois, parce qu'il y a des ménages mésois qui ont des résidences secondaires ailleurs, ou des ménages qui ne sont pas mésois, je suis assez opposé à ce genre de choses, parce que c'est quand même ce pays, et là je parle de manière générale, je ne mets pas en cause particulièrement, mais c'est la tradition de ce pays. On a un problème, on fait une taxe, ou on augmente une taxe, et dans 99% des cas, il n'y a pas les résultats escomptés, et dans 99% des cas, par contre, il y a des effets pervers, quasiment à tous les coups, sur d'autres domaines. Et je vais un peu vous expliquer ce que j'ai en tête. Alors déjà, vis-à-vis des personnes qui soit passent toute une vie à travailler pour se payer un patrimoine, leur maison principale et leur habitation secondaire, ben c'est leur dire, ben on va vous punir. Voilà, vous avez, il y a 40 ans, on ne parlait pas de taxes sur les résidences secondaires, hein. Donc on pouvait se dire, on va se faire un petit patrimoine avec notre résidence secondaire et notre résidence principale. Bim, punition, au bout des 40 ans, tu as bossé 40 ans, tu t'es payé un patrimoine, et on prend le taux maximum, plus 60% de majoration sur le taux. C'est la fausse bonne idée, parce que quand on dit on va permettre de remettre des logements sur le marché pour loger les jeunes maisons, alors déjà, il faut rappeler quand même qu'on est dans une ville où la taxe foncière est assez élevée, comme un peu partout dans le coin, que sur une habitation, c'est 200 euros, grosso modo, par an de taxe foncière. Ces 200 euros, vous les retrouvez dans le loyer. Alors si vous voulez baisser les loyers, je suis désolé, ce taux la taxe foncière, déjà, est un gros handicap. Donc, le problème de fond du prix des loyers, il ne bougera pas. Ensuite, moi, ce que je pense d'une manière générale, et donc c'est pas un problème méso-mésois, hein, on est bien d'accord, d'une manière générale, c'est que si on veut que les propriétaires qui ont, là, pour l'occasion, un patrimoine immobilier ou un parc immobilier un peu plus grand, se remettent à louer, il faut protéger les propriétaires. Les protéger contre les squatteurs. L'actualité actuelle, tout ce qu'on voit, on est loin de protéger les propriétaires contre les squatteurs. On protège les squatteurs contre les propriétaires. On protège ceux qui ne paient pas leur loyer, le loyer payé contre les propriétaires. On protège ceux qui dégradent. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'à l'arrivée, les propriétaires, ils n'ont plus envie de louer leurs biens. Et donc, bon, évidemment, ce que je dis, c'est quelque chose d'une manière générale. Mais je trouve dommage de nous participer, de donner ce message à la population, qu'elle soit mésoise ou non, ce message que nous, on va participer de cette augmentation de la pression fiscale dans notre pays, dans notre région, dans notre département, dans notre commune. Donc,
vous comprendrez bien que je voterai contre cette délibération, mais on l'avait déjà évoqué les fois avant, donc il n'y a pas de surprise. Merci. Oui, une observation, il faut se rappeler que la taxe d'habitation qui concerne, elle, tous les résidents mésois et les locataires aussi par écrit, a été supprimée. Donc, quand on fait le ratio de tout ce qu'on payait, de tout ce qu'on paye, il faut prendre en compte ça, il ne faut pas l'oublier, c'est pas vieux, hein, mais ça, il y a eu une prise d'effet définitive l'an passé pour ceux qui ont continué à payer des tiers. Donc, à partir de cette année, il n'y a plus du tout de taxe d'habitation. Deuxième observation, la zone tendue de tout le bassin de Thau, elle est plus que justifiée. C'est-à-dire qu'on avait une situation où il y avait jusqu'à Gijan, en gros, il y avait Gijan, il y avait Ballaru, il y avait Sète, il y avait les communes jusqu'à Frontignan, etc., qui étaient en zone tendue, qui avaient institué cette taxe, et la situation à Metz était tout à fait anormale, qu'on ne soit pas classé en zone tendue. Donc le 25 août, ce décret, nous, on l'a reçu comme une reconnaissance du fait que le secteur était très tendu. Et ça, on ne peut pas dire le contraire. Ensuite, ce qui est évoqué en politique globale, sur la fiscalité, bon, je l'entends, mais on ne peut pas se permettre d'avoir une volonté politique de déclencher du logement, de loger des jeunes mésois, et pas prendre les outils qui sont à notre disposition. Ça, c'est un des outils qu'on estime être à notre disposition pour pouvoir réaliser la politique qu'on a promise. Voilà pourquoi on vous propose ça aujourd'hui. Ensuite, comme l'a rappelé M. Ben, on n'a pas du tout touché au levier fiscal cette année. On est, je crois, une des seules communes à l'avoir fait. Je ne parle pas de l'agglo encore, mais on est quand même une des seules communes à ne pas l'avoir fait. Et dans notre projection, on doit vous avouer qu'on comptait aussi sur ce décret pour pouvoir déclencher des moyens, et des moyens dont on aura forcément besoin en 2024. Ça, c'est sûr. Donc il y a les deux qui se rejoignent. Il y a la volonté politique de mettre en œuvre une politique donnée pour l'habitat et la volonté de ne pas toucher aux moyens fiscaux sur les habitants, mais effectivement les résidences secondaires, on estime qu'ils peuvent contribuer. Parce que quand vous avez une résidence secondaire en Metz, vous devez dimensionner la voirie, vous devez dimensionner les services publics et l'ensemble des charges que font peser les habitants sur une ville. Voilà pourquoi on en est à cette proposition aujourd'hui. Monsieur Focas. Excusez-moi, là c'est pour ma question. Est-ce que vous avez évalué la recette fiscale potentielle d'une part, la recette fiscale potentielle de cette décision? Oui, alors là, bon, si on regarde, je dirais cela, on pourrait estimer qu'on ait une recette de 283 000 euros. Par an, hein, donc en 2024. Et dernière remarque, oui, cet effort sur la taxe foncière, on est d'accord. Sur la déclaration de la taxe d'habitation, on est d'accord. Sauf que, de notre côté, à part la ville de Metz, les leviers sur la taxe foncière ont été très négatifs cette année. Je pense que... Moi, je ne l'ai même pas ouvert parce que j'ai peur de l'ouvrir, ma taxe foncière, mais je pense que certaines personnes l'ont ouvert et que ça a perçu de la baffe. Donc, le mésois, ou même le grand mésois, il a qu'un portefeuille. Hein. On est d'accord avec ça. Oui, je pense qu'il ne faut pas englober la totalité des besoins quand même, parce que bon, c'est pas tout le monde qui a des résidences secondaires. Alors je suis quand même stupéfait de voir Madame Estrada qui s'occupe des finances, qui s'occupe plutôt des impôts des maisons. Je tiens à lui rappeler quand même qu'à l'aglo, vous avez voté pour l'augmentation de la GEMAPI, vous avez aussi participé à l'augmentation de l'eau, de l'assainissement,
La taxe foncière, hormis ce coup-ci où vous nous avez suivis, mais la dernière fois, vous avez aussi voté les augmentations. Alors, c'est quand même un cavalier de venir nous donner les leçons sur la taxe sur les augmentations, alors qu'à l'aglo, vous avez voté toutes les augmentations que subissent les Mésois. Et je sais si les Mésois ont reçu une belle surprise de la part de l'aglo, qui, je le rappelle, le maire de Gijan nous avait dit que on ne payerait que quelques euros. Et je vois que les maisons, ils ont reçu tous entre 200 et quelques, voire 400 euros d'augmentation de la taxe foncière. Alors, je tiens à vous dire aussi que vous nous avez laissé de très bonnes surprises. D'ailleurs, j'aurais pu le dire quand Madame Caruso a parlé du Thalassa. Je vais vous dire, je vais prendre l'emprunt par exemple du Thalassa. Il a été, pour les travaux qui avaient été faits en 2014, on a renégocié l'emprunt en 2018 avec la possibilité, je retrouve mon papier, de 2 ans de différé, c'est-à-dire que cet emprunt, on commençait à le payer en 2020, puis est arrivé le Covid, donc on ne l'a pas payé, et bien sûr, c'est notre équipe qui va payer l'emprunt qui a été contracté il y a quelques années en arrière. Je vais continuer tel que j'y suis. Prochainement, nous allons refaire le toit du hangar aussi à la capitainerie, sur lequel, il y a quelques années, monsieur le maire a fait refaire ce toit tout neuf. Et seulement, Michel Notaire, il avait signé un droit de vue, c'est-à-dire que ce hangar tout neuf, avec un toit tout neuf qui a coûté plus de 40 000 euros, on va être obligé de le casser pour le refaire. C'est-à-dire que ça va coûter encore 60 000 euros de plus, donc c'est une affaire qui va nous coûter 100 000 euros. Il y a aussi l'histoire du gaz qui a été mis sous le tapis, dans lequel on va avoir 170 000 euros à refaire sous toutes les terrasses. Et je ne vous dis pas tout ce qu'on reçoit au fur et à mesure, qui a été mis sous le tapis. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlera aussi de ciel et mer. Voilà. Donc je pense qu'il y a on a quand même beaucoup de choses qui nous tombent dessus. Alors je vais aussi montrer quand même certaines choses. Vous voyez ce plan devant moi là, c'est pas la varicelle, hein. C'est les Airbnb sur la ville de Metz, rien que sur le centre-ville. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, c'est bien. Vous voyez, on fait du Airbnb, donc déjà ça fait concurrence à tous les gens qui font aussi bien les hôtels ou des gîtes ou quoi que ce soit, déjà dans un premier temps. Sachez quand même qu'ils sont pleins, c'est-à-dire on va dire à moitié plein ou à moitié vide, ils sont à peu près entre 47 et 50% d'occupation, ça veut dire qu'ils sont, trois quarts du temps ils sont vides. Hein. Et moi, je vais vous dire un truc, quand je suis avec Annie Galibert, d'ailleurs Annie Galibert, je l'appelle Mère Teresa, pourquoi? Parce que je ne vous dis pas, le temps qu'on passe à recevoir des gens, des jeunes ménages, ou même moins jeunes, des gens qui sont dans la difficulté, qui cherchent du logement sur Metz, et qui se retrouvent parce que un particulier leur dit au bout dans 2 mois, il faut que vous partiez de ma maison parce que je vais arrêter la location, mais nous, on les reçoit. Et ces jeunes gens, ou ces gens qui n'ont pas trop de moyens, ils sont obligés de partir de Metz. Excusez-moi, mais moi, cette politique-là, je ne la veux pas. Voilà. Alors peut-être que ça ne plaira pas à l'ensemble des Mésois, mais écoutez, dans 2 ans, il y aura des élections, il y aura un choix à faire. Mais moi, nous, on l'assume. Moi, j'assume cette politique-là. Hein. Ce qu'on va avoir à la rentrée, c'est qu'on va fermer nos classes de maternelle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de gamins sur Metz. Les couples ne peuvent plus s'installer sur Metz. Et alors, je vais vous dire un truc, la taxe, on l'a calculée, ça va représenter 300 euros en principe sur le logement en moyenne. 300 euros, ça fait quoi? La moyenne, alors les moyennes des nuits à Metz, c'est quoi? Au mois de janvier, ça représente une moyenne de 161 euros, les locations. En mars, c'est 244 euros la nuit. La nuit, vous l'avez bien entendu. Hein. L'été, on est à 160 euros. C'est-à-dire qu'en 2 nuits, hein, ils vont payer la taxe. Voilà. Alors moi, excusez-moi, peut-être ça changera rien, mais allez voir sur les autres villes ce qu'ils sont en train de faire, sur Paris ou d'autres endroits, ou à Québec, il y a une crise du logement justement pour ça. Moi, hier soir, je suis allé me promener en première ligne là-bas, en vélo, et puis qu'est-ce que je constate? Qu'il y a les 3 quarts des logements qui sont vides. Les 3 quarts des logements qui sont vides. Et en plus de ça, dans le centre ancien, vous avez tracté pendant la campagne électorale. Vous avez remarqué que toutes les boîtes aux lettres sont pleines de papier. Pourquoi il n'y a personne? Par contre, tout l'été,
les sacs de déchets, de poubelles qu'on sort à toutes les heures de la journée, parce que les gens qui ont un Airbnb, on a affaire de savoir s'il faut la sortir à 8 heures ou s'il faut la sortir le matin. Et tout ça, c'est des problèmes aussi. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut assumer. Et nous, on assume. Voilà. Après, ça ne plaira pas, on pourra dire ce qu'on veut, et le résultat est là. Voilà ce que je voulais dire. Moi, je voulais dire par rapport à ce que vous venez de dire, monsieur le maire, rajouter plutôt, je pense qu'il va falloir avoir une réflexion au niveau du territoire, parce que, comme vous l'évoquiez précédemment, ça se passe sur la commune de Metz, ça se passe sur les communes de Marseillan, de Bouzic, toutes les communes autour du bassin de Tours ont un attrait important par rapport au tourisme, au Airbnb, et d'autres moyens de location. Je pense qu'il va falloir qu'il y ait réellement une vraie réflexion, parce qu'on l'a évoqué sur les problématiques d'assainissement, avec les impacts que ça peut avoir sur le bassin de Tours, les problématiques de ramassage des ordures, les problématiques de flux de véhicules et de circulation sur les communes, de stationnement également, parce que ça fait des stationnements supplémentaires, parce que souvent ces Airbnb se trouvent à des zones urbaines et parfois le stationnement n'est pas prévu. Je pense qu'il va falloir qu'il y ait réellement une réflexion qui soit faite au niveau de l'agglo, puisqu'on parle aussi de territoire, et que tout le monde se mette autour de la table et qu'on parle tous d'une même voix pour justement accorder nos violons et mettre en place une vraie politique pour réglementer ces logements quoi, sur l'ensemble du territoire. Moi, c'est la vision des choses. Vous voyez, M. Boudard, finalement, vous allez dans notre sens, parce qu'il faut même aller plus loin, parce que peut-être cette taxation ne va pas freiner, il faudra peut-être y mettre d'autres arguments, et éléments du moins. Vous voyez, ici, j'ai un document. Les 50 villes gangrénées en France. On Metz, il est dedans. 50 villes en France. Et on est 3 dans l'Hérault. Pérol, Sète et Metz. Alors quand vous me parlez de parking, justement, on va avoir une discussion là-dessus sur les parkings, parce que les gens, ils savent que sur Metz, ou dans notre ville, tu peux poser ta voiture pendant 7 jours. Pareil, maintenant, ils prennent une semaine de vacances, on pose la voiture 7 jours et on la bouge plus. On est quand même, là aussi, on aurait pu faire comme d'autres villes, on aurait pu dire, on va commencer à faire des parkings payants. On n'a pas voulu le faire, pourquoi? Parce que c'est la population de tous les jours, la population niçoise qui va encore payer. Voilà. Donc on taxe sur les résidences secondaires. Mais la réflexion est liée. Et Jean-Christophe, si tu veux parler par rapport au SCOT. Par rapport à l'avenir du territoire en commun, il y a des outils qui s'appellent le SCOT. Hein. Donc, il y a différents outils intercommunaux pour gérer les afflux de population. Actuellement, il y a le SCOT qui est en révision, le SCOT du bassin de Tours. Il va être soumis au vote dans pas longtemps. Hein. Donc, il y a eu le projet d'aménagement stratégique là, qui a été présenté. On a dit ce qu'on a pensé. Il va y avoir actuellement le document d'objectif, on appelle ça un DO, qui va être voté. Il faudra assumer lors du vote quelle vision on a sur l'accueil des populations. Parce qu'aujourd'hui, dans ces documents-là, on nous explique que pour avoir 1000 habitants de plus, il faut 1000 logements de plus. Donc, je prends un chiffre rond. Hein. En fait, nous, on n'est pas du tout d'accord avec ça. Parce que les logements qu'on veut, nous, c'est pour rentrer 4 à 5 personnes dedans. Donc, rendez-vous lors du vote du SCOT où il faudra assumer quelle vision on a pour l'accueil du territoire. Actuellement, dans le document tel qu'il est présenté, on nous explique que parce que les familles, les enfants partent, mais ils restent sur le territoire, pour différentes raisons techniques, on essaie de nous expliquer que un logement égale un habitant. C'est pas vrai du tout, en tout cas, c'est pas ce qu'on souhaite du tout. En fait, la constitution d'une famille aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des enfants qui partent, mais ils ne partent pas sur le territoire. Ils s'en vont ailleurs parce qu'ils ne peuvent pas se loger. Donc, il faudra être attentif sur la vision commune, effectivement, de toutes les villes, les 14 communes du SCOT, pour afficher ce qu'on veut en politique pour l'accueil du territoire. Et pour l'instant, c'est pas ça du tout. Non. Donc, on a exprimé ça lors des réunions de préparation avec le maire et les délégués. Donc, il faudra être très attentif à ça, notamment pour l'avenir de la profession. Ce qui est quand même dommage, c'est que l'ancienne équipe municipale n'ait pas participé au SCOT.
Quand on est arrivé, il y avait tout à faire parce que personne ne s'est présenté, notamment l'ancien maire ne s'est même pas présenté au SCOT. Voilà. Il n'y avait aucun travail de fait. Par contre, eux se sont permis de mettre des choses que nous, on n'était pas d'accord. Nous, on n'avait pas envie d'avoir 1600 logements de plus sur Metz, c'est ce qui était marqué. 1600 logements, 1600 habitants. J'ai dit, écoutez, vous m'expliquerez comment on arrive à faire 1600 logements et avoir juste 1600 habitants de plus. Nous, ce n'est pas notre vision. Je préfère en avoir 400 et avoir 2, 3, 4 personnes dans un logement qu'avoir. Pourquoi? Parce que c'est à nouveau de la résidence secondaire et ça ne nous intéresse pas. Voilà. Après, c'est un choix. Moi, excusez-moi, je préfère avoir une ville qui est vivante toute l'année qu'une ville qui est juste l'été, où les commerces ouvrent que l'été. Voilà, je pense que Metz mérite, c'est une ville attractive qui mérite de vivre toute l'année et non pas juste certains mois comme d'autres stations balnéaires. Monsieur, Excusez-moi, ce que je viens d'entendre m'inquiète un peu parce que je pensais que vous étiez quand même arrivé un peu à les infléchir sur ce rapport un logement, un habitant, et visiblement ça bouge pas, quoi. Donc ça m'inquiète beaucoup plus. Et pour rajouter quelque chose, moi je crois beaucoup à tous les autres outils d'aménagement du territoire plutôt qu'à ces outils de fiscalité qui, je répète, ça fait des siècles et des siècles qu'on fait ça en France et qu'on ne réussit jamais à avoir le résultat qu'on veut par le biais de la fiscalité, quoi, en fait. Peut-être des mesures incitatives par contre, mais ça, quand on dit aux élus, on va peut-être baisser le revenu des communes et des collectivités, c'est plus difficile. Bon, il n'y a plus d'autres questions. Bon, je vais mettre au vote. Qui est contre? Monsieur Foucault. Qui s'abstient? Et qui est pour? Je vous remercie. Question numéro 7, c'est l'approbation de la convention de financement de la Fondation du patrimoine pour la restauration de la chapelle des pénitents. Donc, la ville de Metz a... Excusez-moi, sur la délibération précédente, j'ai voté pour. Je ne sais pas si c'était pris. Ok. La ville de Metz a à cœur de soutenir la restauration de la chapelle des pénitents, fleuron de notre patrimoine local. La ville a participé financièrement à la première phase de rénovation en abondant un fonds dédié spécifiquement mis en place pour la Fondation du patrimoine. Il est proposé aujourd'hui d'aider financièrement le projet de la deuxième tranche des travaux à hauteur de 8 000 €. Le versement de cette aide passe par la signature d'une convention avec la Fondation du patrimoine dont le projet vous est transmis. Y a-t-il des questions, des observations là-dessus? Aucune. Je vous demande d'approuver la participation de la ville de Metz d'un montant de 8 000 € versé à la Fondation du patrimoine sur le fonds dédié à la chapelle des pénitents pour l'année 2023, d'approuver les termes de la convention jointe en annexe et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer la convention pour permettre la mise en place de cette opération de financement et dire que les crédits nécessaires, soit 8 000 €, sont prévus au budget principal 2023, chapitre 204, article 204-22, fonction 324. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Alors, finance, c'est le tarif périscolaire école et calendrier d'État rentrée 2023-2024 et je laisse la parole à M. Hervé Gouffinier. Merci, Monsieur le maire. Le Conseil municipal a approuvé à l'unanimité la révision des tarifs 2023-2024, dont les tarifs de la périscolarité pour les écoles publiques de la commune. Les tarifs périscolaires de la calendrier, qui avaient fait l'objet d'une décision du maire en 2019, ont été omis. Dans un souci d'équité, il convient de les revoir également aujourd'hui et d'approuver les tarifs suivants. Pour un quotient familial inférieur à 800 €, le matin 1,13 €, le soir 1,38 €. Pour un quotient familial supérieur à 800 €, le matin 1,28 €, le soir 1,53 Y a-t-il des questions là-dessus? Madame Estrada. Oui, alors
Vous mentionnez dans la délibération le conseil du 28 juin, donc c'était juste le conseil du 26. Et nous avions voté contre l'augmentation des tarifs. Donc là, nous continuerons à voter contre. Ok, d'autres questions, observations? Aucune. Donc je vais au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Ressources humaines, autorisation de recrutement d'agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face aux besoins liés à l'accroissement saisonnier d'activité année 2023. Je laisse la parole à M. Séraphin Parent. Merci, Monsieur le maire. Donc, la présente délibération permet de confirmer les recrutements qui ont été effectués cet été en raison d'un accroissement de travail et des congés des agents. La loi autorise le recrutement d'agents contractuels pour une durée maximale de 6 mois sur une période de 12 mois consécutifs. Donc, ont été ainsi créés 20 emplois à temps complet dans le grade d'adjoint technique, adjoint d'animation relevant de la catégorie hiérarchique C, et de 13 emplois agents non complets dans le cadre d'adjoint technique, adjoint d'animation, adjoint administratif relevant de la catégorie hiérarchique C. Donc avec des compétences spécifiques qui étaient attendues sur ces postes, donc police municipale, agent de surveillance de la voie publique, avec agrément du procureur de la République, assermentation par le tribunal d'instance, propreté urbaine, espace vert, logistique, capitainerie, permis de conduire, catégorie B, jeunesse, animateur, loisirs, enfance, jeunesse, le diplôme du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, jeunesse surveillant de baignade, le diplôme de brevet de surveillant de baignade. Donc il nous est demandé d'autoriser M. le maire ou son représentant à prendre toutes mesures nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération et de préciser que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2023. Y a-t-il des questions? Juste une petite bonsoir à tous. Juste une précision concernant les agents de baignade, c'est ça? C'est ça. Et donc de surveillance qui serait un complément des pompiers, c'est ça? Quand on a les centres de loisirs qui viennent sur la plage, il faut à tout prix un surveillant de baignade. Les sapeurs-pompiers surveillent la plage en leur ensemble, mais pas les groupes qui arrivent sur la plage. Tout à fait, merci. C'est l'intérieur du périmètre. Y a-t-il d'autres questions? Aucune. Donc je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Question numéro 10. Ressources humaines, autorisation de recrutement d'agents contractuels sur des emplois non permanents, accroissement temporaire d'activité et divers services. Je laisse la parole à M. Séraphin Parent. De la même manière, pour les emplois saisonniers que pour les emplois saisonniers, la loi nous autorise à recruter temporairement des agents contractuels pour une durée maximale de 12 mois sur une période de 18 mois consécutifs pour faire face à un accroissement temporaire d'activité. Donc il appartient au conseil municipal d'autoriser M. le maire à procéder à ce type de recrutement pour l'année 2023 pour les services qui en éprouveraient le besoin. Y a-t-il des questions? Aucune. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Question numéro 11, recrutement. Autorisation de recrutement d'agents contractuels pour remplacer des agents publics momentanément indisponibles. Je laisse encore la parole à M. Séraphin Parent. Donc là, on est cette fois-ci dans les besoins des services municipaux, justifiés par le remplacement rapide de fonctionnaires territoriaux ou d'agents contractuels de droit public qui sont indisponibles du fait d'une autorisation d'absence, d'une autorisation d'exercer à temps partiel
d'un détachement de courte durée ou d'un congé régulièrement octroyé. Donc il appartient au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à procéder au recrutement d'agents contractuels de droit public pour remplacer les fonctionnaires territoriaux des agents contractuels, eux-mêmes de droit public, momentanément indisponibles, dans la limite de la durée d'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel. Y a-t-il des questions? Aucune. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Question numéro 12. Environnement. Approbation de la convention avec Flutex et partenariat pour le dépôt de conteneurs de collecte textile. Et c'était M. Nicolas qui devait la présenter. Il est absent. Donc c'est Mme Marie-Hélène Pelin qui va présenter cette convention. Merci, Monsieur le maire. Pour poursuivre sa politique de gestion des déchets, la commune souhaite établir un partenariat avec la société Flutex et Recycling pour l'installation de conteneurs de collecte textile. 6 points de collecte ont été identifiés et sont répertoriés dans le document annexe que vous avez et positionnés à proximité de délargeurs déjà existants. L'installation et la collecte est gérée par l'entreprise et n'engendre aucun coût pour la collectivité qui, pour sa part, s'engage à informer et sensibiliser la population. Le détail de cette opération est indiqué dans la convention que je vous propose d'approuver. Y a-t-il des questions? Aucune. Là, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Question numéro 13. Toujours, approbation d'un contrat avec Alcom pour la réduction des déchets issus des produits du tabac. Et je laisse la parole à Marie-Hélène Pelin. Alors, il s'agit ici d'une autre délibération œuvrant à lutter contre les déchets, notamment ceux issus des produits du tabac, en particulier les mégots. Un contrat de partenariat avec Alcom est proposé pour mettre en œuvre des actions de sensibilisation, mettre à disposition des cendriers, enlever et prendre en charge les coûts de valorisation des mégots, entre autres actions. Les modalités de ce partenariat sont détaillées dans le contrat type qui vous a été adressé et je vous propose de l'approuver. Y a-t-il des questions? Madame Strana. Juste des remarques, il s'agit d'une véritable opportunité qu'il ne fallait pas laisser passer, la contractualisation avec Alcom. On l'attendait depuis longtemps, cet arrêté de création de cet éco-organisme, ça y est, c'est fait. Donc je suppose que vous avez le montant, vous avez connu le montant de leur contribution financière, mais au-delà de ça, il y a énormément de soutien matériel qui sera fait et c'est très bien. Je rappellerai simplement que depuis plusieurs années, il y a plusieurs associations sur Metz qui fait des ramassages de mégots. Je fais partie de ces équipes-là. Et en 1h30, on ramasse en gros 1 kilo de mégots dans les rues, malgré le travail des employés municipaux. Donc ça permettra de renforcer cette action-là, parce qu'on sait qu'un mégot, c'est 3 ans, en gros, avant que ça se dégrade. Et c'est une pollution de 500 litres d'eau. Donc très bien. Par contre, j'aurais aimé savoir si vous allez prendre un règlement rappelant simplement que jeter un mégot au sol est interdit, ou vous allez l'assujettir à une amende. Et combien de hotspots avez-vous déjà recensés? Alors, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que Alcom, effectivement, va nous aider dans la lutte contre les mégots, nous aider en matériel pour poser des cendriers à différents endroits, des cendriers dans un endroit précis où il y a beaucoup de mégots identifiés. Ils vont nous reverser aussi un petit peu plus d'1 euro par habitant pour ça, ce qui permettra d'avoir pour la commune à peu près 13 300 euros par an. Alors, ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il nous faut d'abord, ce sera notre premier travail, faire un état des lieux et identifier justement les zones critiques. Donc, c'est le premier travail, on est en train de le faire avec M. Nicolas, regarder un petit peu quelles sont ces zones critiques pour le ramassage des mégots. Et pour ce qui est des arrêtés, oui, un arrêté qui sera pris pour l'interdiction des déchets dans les mégots sur la voie.
quand on s'engage dans des conventions, on en dit quand même bien entre les lignes, et je sais que le service environnement qui a été créé dès notre élection, il travaille avec Marie Poulet et M. Nicolas Nouma, donc je ne fais aucun souci là-dessus, il y aura les suivis. Et après, s'il faut travailler avec les associations, il n'y a aucun problème de travailler avec les associations, on travaille avec eux. Voilà ce que je veux dire. Y a-t-il des questions? D'autres questions? Donc je vais vous soumettre au vote. Je donne sur le 3 écrit super sans ballon. Le numéro 2, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, je vous remercie. Question numéro 14, enfance jeunesse, signature de la convention territoriale globale avec la caisse d'allocation familiale de l'Hérault. Et je laisse la parole à Madame Annie Gaguerre. Merci, Monsieur le maire. La Convention territoriale globale est une démarche partenariale avec la Caisse d'allocation familiale de l'Hérault qui a pour objectif d'accompagner le projet de territoire pour le maintien et le développement des services aux familles et la mise en place de toute action favorable aux familles dans leur ensemble. Déjà mise en place précédemment, la CTG arrive à échéance et il convient donc de la renouveler pour une période de 5 ans. Certaines actions seront reconduites, d'autres seront proposées, notamment pour la petite enfance, renforcement et développement de la qualité d'accueil, renforcement et développement des compétences des professionnels, renforcement et développement de la participation des familles. En ce qui concerne la jeunesse, renforcement des compétences des acteurs de l'animation, développement de la cohérence éducative dans les structures, renforcement de la transversalité entre les services et les acteurs du territoire et favoriser l'inclusion et la réussite éducative des jeunes. Sur l'axe social, l'amélioration de l'accès aux droits, l'animation de la vie sociale, la lutte contre la fracture numérique par un accompagnement individuel et collectif des usagers et un lieu d'échange entre parents et jeunes adultes. Je tiens d'ailleurs à souligner le travail du service et des élus de l'enfance jeunesse qui ont fait un gros travail là-dessus. Voilà, donc, oui, on peut mettre au vote. Y a-t-il des questions là-dessus? Là, je me vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 15, urbanisme, révision allégée numéro 1 du plan local d'urbanisme, décision de ne pas réaliser d'évaluation environnementale. Je laisse la parole à M. Jean-Christophe Daldigo. Merci, M. le maire. Donc, cette décision est le pendant de celle qu'on avait déjà passée pour la procédure de modification allégée. Vous vous rappelez qu'on était parti sur une modification globale et l'État nous a demandé pour l'entrée de l'île de sortir le dossier et de le mettre en révision allégée. Donc, ce qu'on a fait. Et du coup, comme c'est un dossier à part, il a fallu obtenir de la MRAE un avis pour ne pas réaliser d'études environnementales, ce qui a été assez rapidement obtenu. Donc cette pièce nous manquait pour lancer l'enquête publique. Aujourd'hui, on l'a et on a aussi anticipé un peu en demandant la désignation du commissaire enquêteur. Donc pour mémoire, on va avoir une seule enquête publique, mais qui conjoint les deux procédures, la modification du PLU et la révision allégée du PLU.
Cette enquête publique va probablement se dérouler du 8 octobre au 9 novembre. Donc on a pris contact avec le commissaire enquêteur, on a validé le dossier. Il y a une réunion le 26 pour le 25 je crois ou le 26 pour mettre au point tout ce qui est affichage. Vous allez avoir les affiches jaunes que l'on voit là, quand il y a une modification de PLU, etc. On s'est mis d'accord sur les implantations et la publicité dans les journaux, la publication légale qui doit intervenir 15 jours avant le lancement de l'enquête. Donc normalement, si tout va bien, on est sur une enquête qui se termine le 10 novembre. Le commissaire enquêteur a 1 mois pour remettre son rapport. Bon, il n'est pas obligé de prendre le mois, mais souvent il le prenne, donc ça va dépendre de la densité de l'enquête. Il va avoir 3 permanences, 3 demi-journées de permanence pendant la période citée. Ça sera donc sur les affiches, et ça sera communiqué, ça sera sur le site aussi de la ville. Et le dossier qu'on a largement vu au Conseil sera à la disposition de tous les citoyens à la coopérative. La permanence du commissaire enquêteur se déroulera aussi à la coopérative au service technique, qui est un lieu accessible aussi, c'est plus facile qu'à mairie. Voilà, donc on arrive à la fin de ces nécessaires procédures pour la modification du PLU et la révision allégée entrée de ville. Donc la révision allégée, je rappelle, c'est entre la gendarmerie et le rond-point de Magne. Dès qu'on aura fini ça, on passera en conseil municipal, donc on espère fin décembre ou début janvier, et là, les nouvelles dispositions seront applicables. Donc pour cet aspect-là, ça sera terminé, et on pourra attaquer la révision générale du PLU, qui est une autre procédure autrement plus importante et qui va durer 2 ans. Voilà, bonne année. Y a-t-il des questions? Aucune question. Donc je mets au vote. Et qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Question numéro 16, urbanisme. Annulation de la délibération de transfert dans le domaine public communal de voies privées de l'opération Ciel et Mer. Et je laisse la parole à nouveau à M. Jean-Christophe Dalvivo. Merci M. le maire. Donc pour cette délibération, il y a énormément d'historique à faire, mais on va essayer de simplifier très rapidement la situation. Quand l'opération UCAD, qui comprenait Ciel et Mer, avec 2 opérations, une opération publique et une opération HLM, a été accordée au niveau urbanisme, elle a été accordée avec une convention qui prévoyait un retour au domaine public de certains espaces. En gros, il y avait un passage piéton qui a fait l'objet d'un découpage en volume, on appelle ça un volume, c'est-à-dire une espèce de tranche qui est venue dans la propriété privée collective, mais qui était destinée à laisser le passage au public. En gros, ça traverse tout le bâtiment de Ciel et Mer. Il y a eu plusieurs réunions, plusieurs négociations entre l'ancienne municipalité et le syndic, la société ICAD et les copropriétaires. Les copropriétaires ont demandé que ce qui était prévu initialement soit changé et que ça ne revienne pas au domaine public, mais qu'ils le récupèrent eux en tant que passage privé, l'objectif étant de pouvoir fermer ce passage entre les escaliers qu'il y a au niveau du Taurus et l'entrée de la copropriété. Donc, la convention qui prévoyait la situation actuelle, en fait, on nous demande de l'annuler. Donc, ce qu'on a regardé, nous, c'est la problématique des réseaux aussi. On a pris contact avec 7 agricoles Méditerranée pour ce qui était des réseaux eau, assainissement et pluvial, puisqu'on n'a plus cette compétence-là. C'est 7 agricoles Méditerranée qui l'a. Notamment au niveau de pluvial, parce qu'il y a une grande cuve de rétention qui est sous le bâtiment de Ciel et Mer, sous le passage piéton, et qui sert non seulement à Ciel et Mer, mais aussi à première ligne, donc à l'autre bâtiment. Donc, cette agropole Méditerranée a donné un avis en disant ok, on intègre les réseaux, mais pas cette cuve-là, cette grande cuve, c'est sous un bâtiment qui est privé, etc. Donc, ça, ils ne le prennent pas. Donc, aujourd'hui, on a une vision assez claire des choses. Soit on respecte la convention initiale et le passage du reste public, soit on accepte de rétrocéder aux copropriétaires, mais à ce moment-là, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on rétrocède
la totalité des surfaces. Il y a 3 lots. Il y a un lot qui est l'escalier, un lot qui est le passage et un lot qui est la voirie devant nous. Cette voirie, initialement, elle devait servir, il devait y avoir un sens unique au niveau du Taurus. Les gens devaient remonter dans le quartier par la rue de la Pyramide, et tout le monde devait ressortir devant cette opération, CLMR, au niveau de la rue des Frères Argand, ce qui est très dangereux déjà à l'état actuel. La voirie était rendue publique un peu à cet usage-là. Cette voirie nous embête beaucoup parce qu'elle est constituée essentiellement de parkings privés qui ont été vendus aux gens. Donc ça nous embête pas mal. Alors, après beaucoup de débats, on a décidé de proposer la solution qu'on propose ce soir, c'est-à-dire que si on doit revenir sur la situation et résilier la convention initiale, eh bien, on résilie le tout. C'est-à-dire que la totalité reste sur le domaine privé. Voilà la proposition qu'on fait ce soir. Il faut prendre une position. Après, on a averti la société ICAD par l'intermédiaire de M. Burel, le syndic aussi. C'est aux copropriétaires maintenant à se prononcer entre eux. Est-ce qu'ils récupèrent le tout ou pas? Voilà. Donc l'objet de la proposition de résiliation de ce soir, c'est de dire ok, on modifie les choses, on renonce à ce que le passage reste public. Ça permettra aux gens de le fermer, hein, clairement. Nous, on a des possibilités de descente le long du Bernard-Jeu, hein. Il y a déjà des passages, et une autre possibilité, rue de la Pyramide, hein, où on peut descendre dans le quartier. Sur cette proposition, on a beaucoup réfléchi. Il faut sortir de cette situation qui a fait l'objet de propositions d'avenants qui avaient été communiquées aux gens, mais jamais au conseil municipal. Il y a une situation qui est un peu cafréenne aujourd'hui. Donc nous, on a une position claire. On annule la convention de rétrocession, mais rien ne devient public. Que ce soit la voirie, le passage piéton ou l'escalier, tout est privatisé, tout reste privé. C'est le souhait. Il faudra donc que les copropriétaires en assemblée générale, je pense, se prononcent par rapport à notre proposition. Voilà mon avis. Y a-t-il des questions? Aucune question. Oui, moi ce que je voulais dire là-dessus, c'est qu'il y a eu beaucoup de promesses de faites sur ce passage. Je crois qu'il y a eu déjà eu 2 délibérations qui avaient été passées à un conseil municipal. Seulement, il y avait aussi, je vous invite à aller sur le site de Ciel et Mer et de lire un peu les échanges qu'il y a, des réunions de syndic, et vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions. Nous, on a vu avec la copropriété, hein, ils peuvent récupérer, puis après, ils vont en décider. Et nous, on donne l'opportunité. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Donc, je vais mettre au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 17, c'est BRL, c'est la communication du rapport 2022 des représentants de l'Assemblée spéciale de collectivité territoriale au conseil d'administration de BRL, dont ce rapport est très général et détaille le fonctionnement et l'action de BRL. Le département de l'Hérault est un actionnaire à hauteur de 7,70% et la commune de Metz possède 10 actions, soit 0,01%. 2 principaux projets sont portés par BRL dans notre secteur. Aquadomitia qui complète le maillage du réseau hydraulique régional dans le maillot Nord-Gardiole et l'extension des périmètres hydro-agricoles avec là aussi le secteur Nord-Gardiole. La situation financière de BRL s'est fortement consolidée en 2022 avec un chiffre d'affaires de 91,7 millions d'euros, en hausse de plus de 10%, et le résultat s'établit au 31/12/2022 à 6 millions d'euros en nette augmentation par rapport aux années précédentes. Voilà, vous avez le rapport. Je vous demande donc de prendre acte de la communication du rapport des représentants de l'Assemblée spéciale des collectivités territoriales au conseil d'administration de BRL pour l'année 2022 et de prendre acte de la tenue du débat relatif à ce rapport. Y a-t-il des questions? Je me vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie.
On arrive à la fin, alors je voulais vous faire part de deux informations, notamment le résultat du vote du budget participatif de la ville de Metz. Alors, il y avait le rappel des projets, le projet A, mettre en place un hashtag Metz en grande lettre, le projet B, installation des agrès de finesse en plein air, le projet C, décorer plusieurs transformateurs électriques, et le projet D, c'était la première phase de la réhabilitation du Noria en pierre et de Alors, il y a eu des votes, je vous demanderai un petit peu de silence, il y avait des votes par internet et des votes par papier, dans le projet A, par internet 212 et 13 par papier, au total c'était 225 pour, donc il y a eu, c'est le troisième rang. Le projet B, il y a eu 333 votes par internet et 34 par papier, ça fait 367, c'est le deuxième rang. Et le projet C a fait 313 par internet et 56 par papier, donc ça fait 369. Et le dernier a fait 137 par internet et 27 par papier, il fait 164, soit 4e rang. Donc au total par internet il y a eu 995 votants et par papier 132, ce qui fait 1127, un total de 1127 votants. Ce qui fait que le projet numéro 1, c'est la décoration du transformateur qui arrive en premier avec 2 voix seulement d'avance sur le projet B, qui est l'installation des agrès de finesse en plein air. Donc, vu le budget que nous avions alloué sur ces projets-là, nous avons la possibilité de faire les 2 projets qui se tiennent, c'est-à-dire le projet A et le projet B, pardon, et le projet C. Voilà ce que je pouvais vous dire. On vous transmettra, on mettra sur le site de la ville les résultats. Voilà. Et par contre, je voulais dire aussi, pour ceux qui étaient sceptiques sur le fait des convois exceptionnels, nous avons reçu aujourd'hui une infraction d'arrêté municipal, un convoi exceptionnel qui a été verbalisé par vidéosurveillance de la ville de Metz, comme quoi c'était pas du van. On avait demandé la verbalisation vidéo sur les convois exceptionnels qui passent aux horaires que nous avions pris, dans les horaires que nous avions pris. Donc ça prouve que ça fonctionne. Voilà. Et je voulais terminer avec autre chose par rapport au plan de mobilité qui avait été fait. On a reçu, notamment Mme Imbert a eu son demande de porte taguée. Je trouve ça déplorable, notamment des attaques sur les réseaux sociaux. Alors je tenais à dire que ce projet, d'ailleurs, vous l'avez reçu, monsieur Doulat. Oui, merci. On vous a transmis. Je vous en remercie, merci beaucoup. Voilà. Donc cette étude a été faite par un cabinet qui a pris que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Il y avait plusieurs options. On a pris des décisions et c'était mis pour avantager l'un et l'autre. Alors quand j'entends parler que c'est le privilège des élus, je tiens à rappeler, en plus Mme Imbert n'est pas là aujourd'hui, je tiens à dire que quand tu vas du côté où le parc de chez elle, elle ne peut pas y aller. Quand elle va chez elle, elle est obligée de faire le tour aussi, comme tous les gens qui avaient qu'elle sait skier, comme moi en particulier. Donc ce choix il a été fait pourquoi? Parce que, comme on nous a dit, il y a 2500 véhicules qui passent dans un sens et 2500 véhicules qui passent dans l'autre sens, qui passent devant quand même 3 écoles. C'est sûr que ça fait perdre à certaines personnes 30 secondes dans une journée, on va dire, pour aller travailler. Mais qu'est-ce que c'est 30 secondes? On a rallongé le feu. Il y en a aussi qui ont dit que j'avais fait la piste cyclable pour aller de chez moi à la mairie. Je vous rassure, je n'ai pas attendu ça pour descendre en vélo à la ville. Voilà ce que je voulais dire. Sachez qu'on est en train de travailler sur d'autres réseaux vélo, mais indépendants, c'est-à-dire que nous allons sécuriser le stade, notamment sur la route du stade. Nous allons regarder qui était prévu depuis longtemps, qui n'a jamais été fait, pour mettre en sécurité les piétons et les vélos qui sont sur le bord de la route, qui sont au milieu de la route d'ailleurs, et qui est très dangereux, cette route est très rapide aussi. Et puis on est en train de regarder par la route du parc aussi, d'ouvrir aux vélos et aux piétons pour arriver en bas de la calandrette et
pour arriver jusqu'à la rase. Ça me permettra aussi d'aller chez ma mère plus rapidement. Voilà, je préfère le dire, au moins ça, s'il y en a qui s'imaginent ça aussi, je vous le dis. Donc cette étude, elle est visible. Alors bien sûr, on nous a dit, on n'a pas fait de la concertation, excusez-moi, la concertation sur de la mobilité pour que chacun dise, moi je pense à l'interdit là ou là. Franchement, on a été neutre. Il y a encore dans l'étude, si vous l'avez vu aussi, il y a pour parler de la rue des adieux, de la inversée dans l'autre sens, qui a été inversée. Parce que c'est vrai qu'il y a une logique, quand on remonte la rue des adieux et la rue des écoles, on va le voir aussi parce qu'il y a des problèmes de camions qui passent et qui enlèvent les balcons la tuilerie, voilà. Donc, on va suivre ces préconisations. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais bon, c'est sûr que, après, je dis aussi des gens, c'est sûr qu'on entend souvent les mécontents, mais il y a des gens aussi sur la route de Lévera qui sont contents. Et comme j'ai dit à certaines personnes, vous avez qu'à vous promener sur la route de Lévera, vous verrez qu'il y a plein de bouquets de fleurs sur les platanes. Et ces bouquets de fleurs, malheureusement, c'est des gens qui se sont tués sur cette route. Voilà. Alors, on est en train, je vais prochainement rencontrer aussi M. Vidal, Philippe Vidal, le vice-président du département, pour qu'on accélère aussi ce tronçon d'élargissement entre la déchetterie et la zone du matériel. Autre chose, je vais finir, puisque tout à l'heure on parlait de finances, le prochain conseil municipal aussi, on passera une délibération, car depuis 2018, nous avons oublié de payer la TVA du port, donc il y a 150 000 € à payer, pour une fois un cadeau de plus. Vous voyez, 150 000 € à payer, un oubli de payer la TVA du port. Voilà ce que je voulais vous dire. Écoutez, je vous souhaite. Monsieur Focas. Oui. Juste pour rebondir sur ce que vous avez dit, je tiens à préciser que je condamne avec la plus grande fermeté les atteintes à Mme Humbert et toute déclaration, d'ailleurs, qu'elle soit taguée, inscrite sur les murs, sur les réseaux sociaux et qui porte atteinte à la dignité des gens. C'est la plus grande lâcheté, et les personnes qui ont fait ça, franchement, je pense pas qu'elles... J'espère qu'elles n'ont pas d'ambition parce qu'elles se sont déshonorées toutes seules. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et le conseil municipal, on n'a pas encore 7 novembre, mais si je fais bon, on confirmera. Bonne soirée, merci.